Le premier événement, il y eut dans une petite ville tunisienne où Mohamed Bouazizi simula par le feu un jour de décembre 2010. Un tel geste, aussi inattendu que dramatique, a bien sûr attiré beaucoup d'attention. Le suicide par le feu n'est pas une pratique courante dans le monde arabe, ou du moins pas avant Bouazizi. Mais depuis, il est vrai que cela s'est répandu. Bouazizi est devenu un symbole de la frustration, de l'indignation, et son action a encouragé ses concitoyens à manifester leur colère. Mais il y a une différence entre Bouazizi, le joueur, qui a fait certains choix pour des raisons personnelles, et Bouazizi, le symbole que l'on utilise pour représenter la cause du peuple. Une fois mort, le joueur disparaît et seul reste le symbole. Cette dualité est commune à chacun d'entre nous. D'une part, nous faisons des choix significatifs et d'autre part, les autres nous transforment en symboles. Lorsque le joueur reste en vie, il peut essayer de contrôler la portée de ses gestes, mais pas après. Dans le cas présent, comme dans beaucoup d'autres, les différences entre Bouazizi, le symbole, et Bouazizi, le décideur, sont essentielles. Une partie de sa colère est apparue après qu'une femme les insultait, peut-être les giflait. Les histoires diffèrent. Pour lui, cet incident fut très humiliant et la honte qu'il ressentit à ce moment s'ajouta à sa frustration quotidienne de ne pas avoir gagné sa vie dignement avec son stand de légumes. De prime abord, aucune motivation politique ne se manifestait chez lui. Pourtant, ses intentions s'inscrivaient déjà dans un registre stratégique et émotionnel. Il voulait réaffirmer son honneur et sa dignité. Après avoir été insulté à cause d'une affaire supposée d'extorsion d'argent, il rapporta l'incident aux autorités locales qui ne donnèrent aucune suite à l'affaire. Ainsi, en plus d'avoir été touché dans sa masculinité, il dut constater que même son gouvernement demeurait indifférent à son sort. Et ce deuxième souci politique est plus courant. Habituellement, une personne réagira plus fortement à l'absence de suivi d'une plainte qu'au sujet du greffe initial. Dans ce cas, l'État devient coupable. Dans l'heure qui suivit la nouvelle, Bouazizi simula, dans un élan de désespoir à la fois spontané et motivé par l'humiliation et la colère. Sans préméditation, mais avec un objectif qu'il accomplit sous le coup de l'émotion. Ces dernières années, la sociologie de la honte et de l'honneur a été quelque peu délaissée au profit de modèles analytiques prenant pour objet des motivations matérielles. Mais même dans le monde moderne, ces valeurs anciennes persistent. Les théories existantes sur la protestation pourraient permettre l'analyse du symbole récupéré et médiatisé de Bouazizi. Mais elles laisseraient dans l'ombre le décideur, l'homme ayant agi en fonction de ses projets ou de ses intérêts. Pourtant, sans l'individu, il n'y aurait pas de symbole. Nous avons besoin de modèles qui nous permettent de reconnaître, sans toutefois les confondre, à la fois les individus et les groupes comme des joueurs.
Nous devons comprendre comment ils agissent les uns envers les autres. À présent, intéressons-nous à un deuxième moment du printemps arabe, qui se produisit un mois plus tard et pendant lequel des foules immenses se sont réunies sur la place Tahrir au Caire. Au début, le mouvement dut faire face à une intimidation considérable, ainsi qu'à des assauts de policiers. Mais rapidement, la supériorité numérique des manifestants suffit à les protéger. Et ce renversement de situation provoqua une décision stratégique de l'armée, une décision prise en faveur des révolutionnaires, mais qui aurait très bien pu aller à leur encontre. Alors, comme ce fut le cas après l'immolation de Bouazizi, les événements prirent une tournure qu'une analyse structurelle n'aurait pas permis de prédire. Si nous cherchons les raisons pour lesquelles les insurgés choisirent la place Tahrir comme lieu de rassemblement, nous pouvons supposer qu'ils avaient calculé, comme un tel lieu, leur chance de se faire attaquer serait moindre. Cette estimation des avantages et des inconvénients est le principe même de la théorie de choix rationnel, dérivée de la microéconomie. Cette méthode fait aussi partie de la théorie des opportunités politiques de McAdam et Tilly. Pour compléter l'analyse, nous devons y ajouter une autre facette. Les Égyptiens voulaient entrer dans l'histoire. Ils voulaient ressentir la satisfaction profonde de changer le monde, de participer à un événement qu'ils seraient fiers de raconter plus tard à leurs petits-enfants. Toutes ces émotions n'ont pas encore été décrites. Elles sont un mélange de curiosité, d'excitation et d'un sentiment intense de satisfaction morale. Les indignés se rendent aux manifestations accompagnés de leurs enfants pour partager en famille un moment très spécial de leur vie et de l'histoire de leur pays. Ils voulaient ressentir la satisfaction d'appartenir à un groupe, de s'identifier à une nation, à un mouvement ou même à l'histoire. La protestation est ainsi devenue une célébration dont le but n'était plus uniquement de renverser un régime, mais également de prendre part à l'établissement d'un monde nouveau. Le troisième moment que je souhaiterais mentionner est la guerre civile qui fit tomber Muammar Kadhafi en Libye. La théorie du mouvement social s'articule autour d'une idée centrale, par ailleurs très utilisée par Tilly. Une forte répression aura toujours raison d'un mouvement de contestation. De nombreux cas le confirment effectivement. Mais on reconnaît de plus en plus que la répression militaire peut parfois, au contraire, renforcer la mobilisation. Les théories structurelles ne peuvent pas expliquer une telle issue. En revanche, les émotions vont pouvoir nous éclairer le sacrifice de ceux qui s'engagent dans une telle guerre. Alors qu'ils ne s'y sont pas préparés, dépasse presque l'entendement. Pour que des citoyens sans formation militaire choisissent de se joindre à un tel mouvement, ils doivent éprouver des émotions bien fortes et bien particulières. L'humiliation, d'une part, puis la colère, telle qu'elle est, par exemple, ressentie par les Palestiniens envers les Juifs israéliens. La restauration de l'honneur par la vengeance
est une des motivations les plus vieilles de l'humanité. Nous pouvons aussi relever une colère morale, l'indignation et du dégoût provoqués par les abus des régimes. Comme nous l'avons déjà vu, la colère causée par une mauvaise gestion des plaintes ou par l'indifférence d'un État est souvent ressentie plus fortement que celle due au problème du départ. Et elle est certainement plus interactive. Dans un contexte violent, les individus gèrent leur peur de façon très Merci. D'une certaine manière, la passivité des manifestants subissant les attaques de policiers est difficile à vivre. Le passage à l'acte y est vécu comme un geste libérateur. Malgré l'angoisse première, un combat peut être ressenti comme une expérience positive. Examinons à présent un nouvel aspect du passage entre protestation pacifique et combat franc. Une majorité des spécialistes de la contestation, des universitaires, encouragent les mouvements pacifistes, bien sûr. Mais nous négligeons pas les compromis et les dilemmes qui accompagnent un tel choix. Et un dilemme stratégique que j'appelle le gentil ou le méchant. Ceci consiste à dire que certains objectifs ne peuvent être atteints que par le biais de modes d'action impopulaires, allant à l'encontre de l'opinion publique, des autorités ou des membres de son entourage. Cette méthode entraîne alors des réponses négatives comme une répression accrue, une désapprobation générale ou une démotivation collective. En conséquence, ce recours n'est souhaitable que dans certaines circonstances. Quand la survie du groupe est menacée, ou lorsque la victoire promet l'obtention permanente et irrévocable d'un gain exceptionnel. La révolution est un exemple parfait, mais nous pouvons aussi citer des émeutes qui poussent à la législation ou des grèves violentes qui débouchent sur la reconnaissance légale d'un syndicat. Ainsi, nous remarquons que les émotions ne sont pas le seul microfondation. Les dilemmes stratégiques, les moments de décision et les choix sont des éléments tout aussi importants, bien qu'ignorés par les approches structurelles. Nous avons besoin de saisir les individus au moment où ils s'apprêtent à faire un choix, lorsqu'ils se rappellent le passé et le processus de thinking-feeling. S'il y a choix, il y a agencement.